Geneviève. Bonjour Angélique. Alors j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Geneviève Boucher, futurologue. Merci Geneviève d'être présente parmi nous. Nous allons essayer de nous projeter dans le temps et notamment dans le futur. Et avant de te poser la première question, peux-tu nous présenter cette science qui étudie le futur ? Alors, la futurologie, c'est la science donc, du long terme, c'est-à-dire on essaye de se prononcer sur des perspectives à 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans. L'idée générale, c'est que les souches de notre futur sont inscrites dans notre passé. Donc si on cherche à bien interpréter notre passé, on peut essayer de comprendre dans quelle trajectoire les choses s'inscrivent. Et à quoi sert la futurologie ? C'est pour faire en sorte que les décideurs qui prennent des décisions à court terme, quelquefois au jour le jour, au mois le mois, à la fin de l'année, puissent prendre des décisions qui n'entravent pas le futur et surtout qui n'entravent pas les opportunités du futur. Et même mieux encore, qui préparent l'accès aux bonnes opportunités du futur. On vit dans un monde où on a énormément négligé le futur. Et on est en train d'y revenir. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors justement, je te propose de répondre à cette première question. Parce qu'en 2018, quand même, tu avais prévu l'arrivée d'un virus qui allait bouleverser le monde et l'économie, et aussi la relation client. Quelle est ta prochaine prédiction ? Nouvelle société, rapport entre les gens, habitudes de consommation, attentes des citoyens. Voilà, que peux-tu nous dire ? Toi qui nous avais déjà annoncé quelque chose qui s'est produit et qui a été quand même un bouleversement important. Alors, ce que je suis en train de vous prédire, c'est déjà arrivé. C'est qu'on est en train de changer de civilisation. Et même on est en train de changer d'air, c'est-à-dire qu'on est en train de quitter la sédentarisation. Et quand je dis « on », je parle de l'Europe. Parce que l'Europe est le berceau de l'industrie, c'est là que tout a commencé, et donc c'est elle qui s'est retrouvée avec une industrie obsolète qu'elle a déconstruite, et elle est amenée à reconstruire. Mais on voit bien qu'on va reconstruire pas du tout la même industrie que celle que nous avons eue. Parce que le changement d'air qu'on est en train de vivre, c'est donc la fin de la sédentarisation, c'est-à-dire l'homme, quand il s'est sédentarisé, il s'est fixé comme objectif d'essayer de satisfaire les besoins primaires du plus grand nombre. Et aujourd'hui, on va continuer à faire des progrès en médecine, dans tous les domaines, mais on voit à travers les générations qui arrivent que l'aspiration, c'est de développer un bien commun de haute qualité. Et pour développer un bien commun de haute qualité, il faut aller vers un tissu entrepreneurial très optimisé. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans une phase de rationalisation de notre manière de produire et de consommer. Cette rationalisation nécessite beaucoup de créativité, de réactivité et surtout d'intelligence collective. Et l'intelligence collective, si on veut en profiter au maximum, il faut donner à la société un vivre ensemble de très haute qualité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très belle nouvelle. Très belle nouvelle. Voilà. Mais la phase que nous quittons, c'est une phase où on a été obsédé par la productivité. Et c'est une phase qui se termine dans une exubérance un peu folle, parce que notre système récompense les entrepreneurs qui prennent des risques mais qui apportent du progrès. Mais aujourd'hui, le progrès qu'on arrive à faire, il est de plus en plus marginal. Et surtout, les générations qui arrivent, elles veulent un autre progrès. Elles veulent du progrès dans le bien commun. Et notre mécanique, en particulier notre mécanique monétaire, n'est pas conçue pour ça. Donc, il va falloir faire évoluer notre mécanisme monétaire. Alors, tout à l'heure, on parlait des virus.
un virus, statistiquement, c'est 3-4 ans. C'est tous les 3-4 ans? Non, c'est pas, quand on en chope un, quand on a un Chopin, oui. C'est 3-4 ans pour s'en défaire, quoi. Pour le virer, quoi, voilà. Finalement. Par contre, ce qu'on sait, et c'était pour ça que j'en avais parlé, c'est que les virus sont des accélérateurs de processus d'évolution. On l'a vu. Oh, c'est ce qui nous est arrivé, mais c'était normal, ça a toujours été comme ça. Ah, c'est pas une surprise. Par contre, un basculement sociétal tel que celui que nous sommes en train de vivre, normalement, c'est une affaire de plusieurs siècles. C'est pas 3-4 ans, c'est plusieurs siècles. Oui. Or, nous, en Europe, on va pas avoir plusieurs siècles pour le faire. On va avoir même pas un demi-siècle. Parce que ce mécanisme de sortir de l'ère industrielle, nous sommes les premiers à le vivre. Et ça nous fragilise. Oui, ça va être et les autres en profitent et nous attaquent. Donc, il va falloir qu'on fasse une sortie par le haut très vite, parce que sinon, ça va être une sortie par le bas, et le pire est possible. Alors, en ce qui concerne la FRC, comment ça va impacter la relation client et l'arrivée de l'IA générative ne va-t-elle pas aussi redistribuer les cartes, changer la place de l'humain, transformer les organisations, les compétences et les localisations de production ? Alors, ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, c'est que le tissu entrepreneurial que nous développons, il ressemble plus du tout à celui du XXe siècle, du siècle précédent. Au siècle précédent, il fallait faire des entreprises puissantes, généralistes, et qui soient capables d'aller à la conquête du monde. Là, il nous faut un tissu entrepreneurial avec plein d'entreprises à taille humaine très spécialisées pour pouvoir développer l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Et ce qui est nouveau pour les entreprises, c'est qu'il va falloir qu'elles se préoccupent non seulement de leurs clients, mais de la vie de leurs produits. Mon produit, il agrège les prestations de machin, bidule, etc., etc. Donc quand j'ai un client au téléphone, en fait, il m'appelle, mais c'est comme s'il appelait la toile d'araignée dans laquelle évolue mon produit. Donc on va avoir, la relation client va être beaucoup plus complexe. Mais on a des outils qui permettent de gérer cette complexité. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les entreprises qui ont beaucoup automatisé la relation client, il existe des sites d'entreprises où il y a une rubrique « Nous contacter » et on tombe sur des facs. Voilà, et vous ne pouvez pas les contacter, c'est illégal. Mais oui, c'est vrai qu'il faut avoir un numéro de téléphone et un mail à disposition des consommateurs, notamment de ses clients. Voilà. C'est vrai que les fax sont souvent faites aussi pour éduquer le client à chercher sa solution avant parfois d'arriver à un formulaire qui lui permet d'être en contact. Il y a ceux qui donc, font tout pour pas avoir de relation client. C'est très vrai, il y en a. On ne donne pas de nom. On ne donne pas de nom, on est bienveillant à la FRC et on accueille tout le monde. Il y a ceux qui mettent un numéro de téléphone et qui disent « Bon, toutes nos lignes sont occupées, mais on va vous dire comment vous allez trouver la réponse. » On renvoie sur le site. C'est juste pas possible. Les entreprises qui vont vraiment passer la rampe, c'est des entreprises qui vont avoir une attitude collaborative avec leurs clients et les parties prenantes de leur marque. Et donc, je le vois dans les banques, par exemple, on prend cette industrie du contact client de plus en plus au sérieux. Ça devient une affaire très complexe en expertise, en technologie et en préparation des gens qui vont opérer ce travail. Parce que c'est un travail qui est follement consommateur d'énergie. Cerise sur le gâteau, il va falloir passer assez rapidement à la visio. Et parce que les gens font des calls dans tous les sens, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne font pas un call avec le fournisseur. Vous prêchez une convaincue. Je crois que c'était une des premières en France à mettre en place de la visio. Et tout le monde y trouvait son compte. Et on avait des émotions que vous pouvez voir.
Autre évolution importante, à mon avis, c'est trouver un bon équilibre entre les lieux de vente, les lieux d'échange, on va dire, parce que c'est pas forcément de la vente, hein, c'est de l'enrichissement mutuel, et les relations à distance. Voilà. Donc, pour arriver à faire tout ça, l'IA peut être une bonne ressource. Mais évidemment, l'IA, le problème fondamental, c'est les données. Oui, hein, c'est la data, le nerf de la guerre. Moi, dans mes travaux, je préconise les communes données. Je pense qu'on ne peut pas faire sans les communes données. Les communes données, c'est des espaces dans lesquels une communauté dit « on a besoin des données des uns des autres pour bien fonctionner, donc je m'engage à donner ce que je peux donner. » Oui. Et en échange, j'utilise ce dont j'ai besoin et que les autres ont donné, mais je m'engage à en faire un usage éthique et je m'engage à garantir la qualité de ce que je mets. Tant qu'on aura des gens qui captent la donnée à l'insu du consommateur. À des fins malveillantes, finalement, aussi. Il la capte. Après, on sait ensuite, pas il y a des usines de retraitement. C'est ça. Et on achète les données aux usines de retraitement. Très cher. Ce qui fait qu'au passage, les banques achètent les données bancaires de leurs clients. Bon, voilà. Oui, quand je dis les banques, c'est les banques de données, pas les banques aussi le font. Bon, voilà. C'est aberrant. Et ça rallonge la chaîne pour rien. Et surtout, ça ouvre des biais très dangereux. Très, très dangereux. Hein, parce que si je veux faire péricliter quelqu'un, je lui vends de la donnée, mais toute pourrie, et je l'ai... Voilà. Donc, il y a énormément de bascules qui sont en train de se faire. Et donc, il faut être vigilant. Alors, justement... Il faut, c'est pas de la vigilance, c'est pas le mot que j'utiliserai. D'accord. Quand il y a de l'innovation, il faut pas attendre que l'innovation arrive à maturité pour se mettre dedans. Il faut rentrer dans la boucle le plus tôt possible parce que les tickets d'entrée en début de process sont très accessibles. Ils sont moins importants qu'après. Après, ça devient terrible. J'ai un dernier point qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble très important, c'est le Web 3. Oui, passionnant. Là, il faut y aller, en particulier les tutoriels, etc. D'accord. Alors Geneviève, justement, on se pose tous et toutes la question, à quoi va ressembler la relation client dans 10 ans ? Le travail de nos collaborateurs et collaboratrices, des conseillers, des vendeurs en centre de contact, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces potentielles évolutions ? Alors, ils vont jouer un rôle de plus en plus important, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, ils vont nécessiter des talents beaucoup plus saillants. Jusqu'à maintenant, sur les plateaux d'appel, on prenait les gens qui étaient d'accord pour aller sur des plateaux d'appel. Là, il va falloir avoir des gens qui ont une aptitude naturelle à gérer des entretiens pour qu'on écoute vraiment le fond de la question posée par le client et on lui apporte des réponses les plus circonstanciées possibles. C'est là où l'IA joue un rôle important parce qu'elle permet... Alors, IA, il y a un malentendu en français. I, ça veut dire intelligence artificielle. Et intelligence au sens anglo-saxon du terme, ça veut dire la donnée disponible sur un sujet donné. Et les machines sont capables de brasser 10 000 informations sur un sujet donné, quand nous, pauvres petits humains, avec 8 informations, on est un peu débordés. Donc c'est là où l'IA joue un rôle important. Et pour exercer ce métier, il faut avoir à la fois une maîtrise rapide et réactive du produit, des produits dans leur contexte, et du client dans son contexte. Et avoir la sagesse de comprendre que l'IA donne ce qu'elle peut donner, mais que
la relation, c'est une affaire de personne à personne, c'est une affaire d'émotion, c'est une affaire de processus d'intelligence, pour le coup, au sens où on l'entend en français, hein, j'aime, j'aime pas, etc. Et donc, ça va être des profils très, très riches. Hein. Comme dans les années 70, les gens qui faisaient du marketing, c'était les rois de la fête. Hein. Là, je pense que ça va être plutôt ce métier-là qui va devenir le roi de la fête. Ça, c'est une très très bonne nouvelle également pour notre secteur. Je ne suis pas en train de vous lâcher les bottes. Non, mais je n'en doute pas parce que en 2018, vous n'étiez pas dans les bonnes nouvelles et on y croyait pas. La réalité, c'est que vous aviez raison. On est ravis vraiment de pouvoir compter sur votre contribution, Geneviève. Si je devais résumer, il y a eu beaucoup de choses. On a des chantiers absolument passionnants, entre tous au service du bien commun, donc intelligence collective first. Innover mieux avec moins, c'est aussi ce que les générations qui arrivent nous enseignent et c'est plutôt très positif. Et puis, il faut miser sur le développement des collaborateurs, des compétences des collaborateurs et collaboratrices, notamment les soft skills, pour leur permettre d'être, j'ai envie de dire, outillés, d'avoir des munitions pour collaborer avec l'intelligence artificielle, qui n'est pas une intelligence, qui se base sur des données artificielles. La relation client devient un métier à part entière qui requiert des prédispositions bien identifiées, alors que pour le moment, c'est pas comme ça que c'est vu. On essaye déjà aujourd'hui de développer les intelligences situationnelles, émotionnelles, mais en effet, il va falloir développer davantage. J'ai jamais vu un gamin qui va sur le truc de l'éducation nationale, là où il fait ses options, dire « je veux faire de la relation client ». Eh bien, pour moi, ce serait pas extraordinaire que dans 10 ans, un gamin dit « moi, je veux faire de la relation client ». Eh bien, en tous les cas, merci d'être une excellente ambassadrice pour nos métiers et pour convaincre les générations à venir. On a été ravis de vous recevoir. Un grand merci, Geneviève, et à bientôt. Bonsoir.